Ah, vous voyez, c'est Booba jeune et la Joey Star qui taguait Joey, qui savait même pas encore qu'il allait faire le groupe NTM. Bonjour, c'est Maë Lucas. Salut, c'est Marvin Bonheur. Bienvenue à la Masterclass Gucci par Brut. Je suis photographe depuis le début des années 90. J'ai commencé la photo autour du mouvement hip-hop parce que c'était le mouvement de ma génération. C'est à travers ce mouvement que j'ai développé mon style photographique. Et après toute ma vie, je n'ai eu de cesse de photographier tout ce qui est autour de la street culture, des ghettos, de la culture de la rue, du multiculturalisme. Et la photo est devenue mon métier. Et ensuite, j'ai aussi travaillé avec la presse, la musique, la mode et la publicité. Et aujourd'hui, je sors un livre qui est sur le début de ma photo, le début du hip-hop en France, avec toutes des photos un peu spéciales que personne n'avait vues avant, qui étaient toute la culture hip-hop, MC Solar, Joey Star dans leur jeunesse. Bonjour, c'est Marvin Bonheur. Je suis photographe. Je travaille principalement à la photo argentique, analogue. J'ai commencé à photographier en 2013 avec une série photo qui avait pour but de documenter toute mon enfance. L'objectif, c'était vraiment de montrer dans quel environnement on grandit et quels sont les décors dans lesquels on peut grandir quand on vient dans le quartier populaire français, notamment dans le 93. J'ai grandi dans plusieurs villes du 9-3 et voilà, j'ai commencé mon travail principalement sur ce territoire. Puis j'ai évolué ensuite sur Londres, j'ai évolué dans les îles parce que je suis d'origine martiniquaise, donc j'ai commencé à documenter aussi la vie des locaux martiniquais. Et récemment, Mayotte, un peu avant ça, Lisbonne. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment dépassé les frontières et j'essaie de documenter le maximum les populations qui ne sont pas représentées ou mal représentées. Je voulais savoir, est-ce que Bonheur, c'est ton nom de famille ou c'est genre un petit clin d'œil à la sensibilité que tu mets dans les quartiers et ce que tu as envie d'apporter en fait justement dans ces milieux défavorisés? Écoute, c'est une bonne question qu'on m'a souvent posée d'ailleurs, mais je vais peut-être un peu te décevoir, mais Bonheur, c'est mon vrai nom de famille. Ah, génial. Donc, non, il n'y a aucun jeu en rapport avec mon travail de base, c'est juste que c'est mon nom. Et il est vrai que finalement, on dit souvent que ton nom influence un peu ta personnalité. Et on va dire que, bien que je sois plus dans un univers assez mélancolique, peut-être que mon travail apporte du bonheur et reflète un peu mon nom, mais c'est vrai qu'initialement, c'est juste mon nom de famille. Trop stylé. Voilà. Enfin, justement, je trouve que tu le portes bien. Merci. Ce que j'ai le plus envie de montrer dans mon travail, c'est ce qu'on ne voit pas et ce qu'on voit mal. Donc j'ai toujours un intérêt, en fait, d'aller voir des choses que je trouve pas assez représentées ou mal représentées, essayer d'un peu sublimer ou remettre, en fait, aux normes la vie naturelle et la beauté naturelle qu'on peut avoir autour de nous, et surtout dans des endroits où on a l'impression qu'elles n'existent pas. Je pense qu'on a beaucoup de choses en commun, Marvin et moi. C'est-à-dire que moi, ça m'a toujours intéressé de travailler justement sur tout ce qui n'est pas montré par la société. Et le multiculturalisme, étant moi-même métisse à Paris, ça a été un des sujets qui m'a le plus intéressée. Donc, en effet, Marvin comme moi, je pense que on aime bien aller dans les quartiers un peu plus populaires, aller dans les endroits où les gens ne sont pas représentés. Et il faut bien que ces gens aient une voix. Et la voix qu'on leur a donnée, pour l'instant, elle ne nous plaisait pas. Donc, à travers la photo, j'ai décidé de représenter ce que je voyais et de valoriser les gens, de donner une identité, une vision de quelque chose qui était important pour moi. Et pour moi, la rue, c'est là dont sort toute la créativité, le style, le look, l'identité. Et je trouve qu'on s'enrichit toujours de différentes cultures. Donc, ce qui est intéressant quand on a la chance de vivre en France, dans un pays aussi multiculturel, c'est d'aller dans plusieurs milieux, aussi bien riches que pauvres. Et moi, ayant commencé au début dans la culture hip-hop, c'était évidemment la culture de la rue qui était inspirante. Du coup, moi j'ai une question, forcément, par rapport à mon taf, ça m'intéresse, parce que j'ai grandi dans la génération qui était fascinée par le hip-hop. Et je me demande comment c'était le début du hip-hop, quand c'est arrivé, genre à Paris, en France, dans la culture. Les premiers jours, les premiers vinyles qui sont arrivés, les premiers sons, comment t'as vécu ça, en fait? En fait, le début du hip-hop, il s'est fait par plusieurs axes. D'abord, il y avait les graffiti artistes qui peignaient dans les rues. De l'autre côté, il y avait des rappeurs, des musiciens.
Et très vite, j'ai rencontré 2 ou 3 personnes qui étaient très investies dans le hip-hop. Et comment ça se passait? C'est-à-dire qu'on avait des lieux où on se retrouvait tous et chacun venait amener sa créativité à travers cette nouvelle culture où on pouvait faire aussi bien du DJing, de la danse. C'est-à-dire qu'au début, on n'était pas très nombreux. Tu vois, donc il y avait des lieux où on se reconnaissait, on avait un certain style. Si tu marchais dans la rue, que tu voyais quelqu'un avec des baskets et qu'il n'était pas habillé en tennisman, ça voulait dire qu'il était hip-hop. S'il y avait une casquette à l'envers, ça voulait dire qu'il aimait le rap. Donc tout de suite, on allait se parler et on savait les lieux où on allait se retrouver. Donc souvent, c'était autour d'un mur qui était peint, autour d'un DJ qui allait scratcher. Et en fait, ce qui était vachement intéressant, c'est qu'à cette période, tout le monde s'est dit « Ah, voilà un nouvel endroit où on va pouvoir s'exprimer, où on va pouvoir créer notre identité, il n'y avait pas besoin de venir d'un certain milieu, il fallait juste venir dans cet endroit et utiliser une de ses skills, une de ses talents artistiques pour exister, s'exprimer, et c'était surtout pour montrer aux autres qu'on existait, se créer une nouvelle identité. Donc en ça, il y avait ce côté de challenge et pas encore du tout financier. Et c'est vrai que pour moi, ce qui était intéressant, c'était de photographier ses talents et de faire passer le message sur quelque chose de créatif et voilà. Comment ça t'est venu la première fois t'as pris un appareil photo? T'allais pour quel but? Est-ce que c'était prévu? La photo, au départ, on m'a offert un appareil photo quand j'avais 14 ans. Et mon premier instinct, ça a été d'aller photographier les gens dans ma cour, d'aller photographier mes amis et d'essayer dès le début de capter les choses que j'aimais bien dans eux. Donc dès le départ, la photo, ça a été une relation émotionnelle. C'est comme mon rapport à la photo, c'est j'ai aimé une photo, j'ai ressenti une émotion et quand je photographie, je suis à la recherche d'une émotion que je peux ressentir sur quelqu'un. Donc ce n'est pas que quelque chose de esthétique, c'est comment avec l'esthétisme, justement, d'une photographie, on va retranscrire une émotion qu'on éprouve sur quelqu'un. Donc quand j'ai commencé parce qu'il fallait amener un univers visuel au hip-hop. Et tout l'univers, tout ce qu'on montrait sur les cités et sur les Noirs, les Vietnamiens, les Arabes, tout ça, que c'était comme ça à l'époque, je trouvais qu'elle était mauvaise par rapport à toute la jeunesse, la beauté et le style qu'ils avaient. Donc, au bout d'un moment, oui, j'ai pris mon appareil, on s'est placé et on a fait de la rue notre endroit. Et pour moi, quand je les photographiais, je disais, mais vous êtes mes dieux, allez-y, et moi je suis là pour qu'on passe cette image et qu'on soit valorisé. Donc c'était pas la photographe qui impose, c'était la photographe qui dit allez, c'est parti, spectacle quoi. Ouais, je vois. Et ce que je trouve intéressant, c'est que par exemple, moi j'ai beaucoup grandi dans le hip-hop. À travers le digital. Donc, c'était beaucoup à la télévision. On a eu les MTV qui arrivaient à la télé à fond dans l'adolescence. On a eu M6 qui passait les clips. On a eu YouTube aussi qui a commencé à prendre un peu dans notre adolescence. Et donc, toute cette image, en fait, du hip-hop, bien que moi, je l'ai beaucoup entendu dans les cassettes de ma grande sœur. Donc, moi, tous les MC Solar, tout ça, je les entendais déjà petits, mais j'avais pas les noms, j'avais pas les refs. J'entendais juste, en fait, toute la culture. Je voyais ma sœur s'habiller avec des gros sweats Chicago Bulls et tout. Et en fait, toute cette période-là, elle m'a hyper inspiré en tant qu'adolescent. Et à cette époque-là, je prévoyais pas d'être photographe. Je prévoyais pas du tout d'être... Moi, je dessinais, donc j'imaginais pas faire de photos un jour. Et ce qui a été intéressant, c'est quand j'ai commencé à faire de la photo, j'ai vite essayé de trouver en fait mes inspirations. Et avec les années, donc assez récemment même, je me suis rendu compte que finalement, c'est cette génération-là, enfin cette époque-là de ma vie qui m'a inspiré beaucoup dans mon travail. Donc tous les clips même du Wu-Tang, l'imagerie de New York, plein hip-hop, années 90. Et en fait, ce qui est intéressant, ce qui est ouf, c'est que je me suis toujours plaint avec mes potes, parce que j'ai des potes qui sont à fond dedans. On était un groupe de potes comme ça, on aimait beaucoup la culture hip-hop. On cherchait en fait beaucoup des références en fait, et beaucoup en photo aussi. Et je trouvais qu'en France, pour le coup, on manquait de documentation et d'images qui nous représentent, qui représentent cette culture hip-hop, qui représentent la banlieue, qui représentent un peu ce qu'on est dans le côté positif. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, moi, c'est ce manque-là qui m'a donné envie de faire de la photo. J'ai travaillé pendant plus de 20-30 ans à photographier la culture hip-hop, street culture aux États-Unis.
Et c'était très important pour moi parce que je l'ai découvert quand j'étais jeune. Donc j'ai un gros travail de fond qui est de montrer en fait la base de cette culture. Et j'ai eu la chance d'aller aux États-Unis et là-bas j'ai rencontré des gens merveilleux qui m'ont vraiment accepté pour qui j'étais, qui ont accepté mon travail de photographe, qui ont valorisé et j'ai pu rentrer chez des gens, vivre avec des gens, travailler avec toute cette culture ghetto, street et faire plein d'images avec beaucoup de collaboration. Donc ça c'est un long travail de longue haleine que j'ai fait pendant plus de 20-30 ans dans le but de faire un livre. Et là, dernièrement, on m'a demandé de rechercher mes premières photos du hip-hop en France. Et au début, c'était pas mon intention parce que c'était vraiment mes débuts de photos. Et en replongeant dedans, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui n'avaient pas encore été racontées. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des choses à dire sur cette culture. Donc ça, c'est intéressant par rapport à la photo parce que des fois, on fait des photos, sur le coup, elles servent. Il y en a qui ne servent pas. Et puis après, avec le temps, on se rend compte qu'on a quelque chose de très important à témoigner. Et ce qui est quand même fou, c'est de vous dire, vous vous rendez compte, ces photos, je les ai gardées pendant 30 ans. Dans ma cave, j'ai d'endroit en endroit toujours porté ces photos parce que c'était mon travail et qu'il y avait de la valeur. Et un jour, tout a pris sens et j'ai pu tout mettre ensemble pour raconter une histoire poétique parce que moi, mon but, comme je vous le disais tout à l'heure dans la photo, c'est pas du tout journalistique. C'est vraiment créer une émotion. Et pour moi, la photo, il y a plusieurs manières de faire des photos. Et en gros, pour moi, la photo, c'est une émotion. C'est transmettre une émotion sur une identité, sur la vie, sur les gens. Pour vous dire qu'en fait, avec des photos, on peut raconter une histoire. Un livre, j'en profite pour vous apprendre un peu. En fait, un livre, il faut toujours un début, une fin. Et on ne peut pas commencer n'importe comment. Moi, mon but est de vous amener quelque part, avec mes images. Donc là, j'ai commencé avec Afrika Bambaataa, qui est le début du hip-hop aux États-Unis et qui est en interaction avec Jaïd, qui était le King Jaïd de l'époque français, et qui nous amène le hip-hop en France. Donc là, par exemple, j'ai essayé, après je vais essayer d'aller vite pour ne pas prendre trop de temps, de montrer le côté africain qu'on avait à Paris, avec les looks hip-hop et tout ça. Et petit à petit, je montre un peu la joie, les interactions entre les jeunes et dans le hip-hop avec les plus jeunes et les rappeurs et les ragamuffins. Ça, c'est MC Solar, tout jeune, à la sortie de son disque. Il ne savait même pas qu'il allait être célèbre. Ça, c'était Johnny Go, un des premiers rappeurs. Ensuite, ça, c'était les jeunes petits rappeurs de 12 ans. Et là, il y a Kerry James qui commençait aussi, qui ne savait même pas encore qu'il allait devenir Kerry James. Ça, c'était le look de l'époque hyper hip-hop à la LL Cool J. Et donc, tu vois, déjà, il y avait un style, une attitude. Parce qu'il faut savoir que dans le hip-hop, il y avait non seulement un look, un style, mais il y avait aussi un body langage. Donc moi, dans ma photo, c'était de transmettre ça, de transmettre qu'on était un groupe de jeunes, qu'on avait de l'énergie, qu'on s'entendait filles aux garçons, qu'il y avait du graffiti, du style et tout ça. Donc tout ce livre, en fait, là voilà, ça y est, maintenant je vous le fais un peu vite, raconte un peu cette histoire avec, tout en montrant et le multiculturalisme et l'ambiance et à valoriser les gens, le style et tous les codes importants à mon goût de cette culture. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que le but était aussi de valoriser les gens que je photographiais, qui, à mes yeux, étaient importants et brillants. Et pour certains, je pense que, comme Marvin, des fois, on va regarder quelqu'un avec les yeux d'admiration, où on va trouver qu'il est fier et qu'il est beau, et on va le photographier parce qu'on trouve qu'il a quelque chose, mais c'est pas évident pour tout le monde, mais pour nous, on le ressent. Et peut-être qu'avec un peu de chance, la personne aussi va se sentir valorisée et va briller de sa manière. Un jour, il y a un magazine qui m'appelle et qui me dit, parce qu'il y avait un côté quand même assez sympa, qui dit, il y a un nouveau mouvement qui vient de sortir, ce hip-hop, il paraît que tu en fais partie, est-ce que tu voudrais pas nous ramener quelques images, un petit sujet? Donc j'ai dit, OK, j'ai appelé tous mes potes et j'ai dit, venez, on va poser, on va se faire une petite histoire. Donc c'était sympa parce que tout le monde avait envie de contribuer, de se montrer et montrer qui on était. Et comme c'était vu de l'intérieur, il n'y avait pas un côté bizarre, en fait. Et donc, moi, j'avais entendu MC Solar à la radio. Je trouvais qu'il rappait bien, je trouvais ça intéressant. Donc, je l'appelle et je lui dis, ouais, viens, je vais faire des photos de toi. Alors, il me dit, oui, on se retrouve au studio à Aubervilliers, je sais pas quoi. Et je lui dis, OK, d'accord, je le retrouve. Et quand je le retrouve, il me dit, je viens juste de recevoir mon premier 45 tours. Et il vient juste d'arriver, ça s'appelle Bouge de là. Je dis, génial, viens, on va faire des photos. Et alors, je cherche la photo, et donc on va dans la rue, et il a son album qui est là. Et ce qui est assez génial, c'est qu'il est habillé exactement de la même manière que sur son... Il a la même chemise
que sur le dessin de sa pochette, tu vois, bouge de là. Donc on pose et tout d'un coup, tous les enfants, ils se rendent compte que c'est MC Solar parce que quand même la radio, c'était important. Le rap, c'était quand même quelque chose qui venait d'arriver. Il y avait eu HIP avant et c'était quelque chose d'assez... Donc tous les jeunes sont venus là. Et donc voilà, donc j'ai eu la chance de le photographier le jour où il a reçu son premier 45 tours. Et on a été faire la photo, il ne savait pas du tout qu'il allait être célèbre. Et à l'époque, un de nos points de réunion, c'était Radio Nova. Et donc, j'ai pris un de ses disques et j'ai couru Radio Nova et je l'ai fait passer en boucle en disant « Ouais, ça va cartonner, c'est trop bien, c'est trop bien. » Elle me disait « Mais arrête, Mike, de le repasser en boucle. Arrête. » J'ai dit « Mais si, vous allez voir, c'est trop bien. » Voilà. Donc, j'avais eu l'œil, le nez. J'étais lui, il va nous faire quelque chose. C'est comme Marvin, il va nous faire quelque chose, Marvin. À toi de raconter des choses. Merci pour la pression. Ben non, pas la pression. Difficile de passer après un travail comme ça. Alors, Julia Daka, je suis architecte et designer. Moi, ma question, c'est une question un peu plus personnelle et émotionnelle au sujet de vous. C'est quelle est la rencontre hasardeuse qui vous a changé complètement, que ce soit émotionnellement ou dans votre style photographique ou dans votre vie au quotidien? Moi, j'en ai eu beaucoup. Si je devais en donner peut-être 2, la plus ancienne que je connaisse, c'est un pote du lycée qui m'a ouvert sur beaucoup de choses. En fait, on va dire que c'est le premier gars un peu différent des autres par son look, par sa culture, même par son identité. Qui a fait que je me suis rendu compte qu'en fait, on pouvait être une minorité dans des minorités et s'affirmer. Et je trouvais ça méga intéressant. Donc moi, ça m'a beaucoup ouvert aussi à fréquenter des gens qui me ressemblaient pas vraiment. Ça a été mon premier vraiment changement et la première rencontre qui a vraiment fait un changement, je pense. Ensuite, ça a évolué très vite. J'ai beaucoup bougé. Je suis parti beaucoup à Paris. J'ai vécu à Paris. Ensuite, j'ai voyagé. Et plus récemment, du coup, il y a eu une rencontre aussi, du coup, avec une Mahoraise, du coup. Enfin, et qui, du coup, mon dernier voyage à Mayotte, j'ai rencontré beaucoup de jeunes, très jeunes, qui m'ont beaucoup touché. Et je crois que c'est de mes 10-15 dernières années, ça a été le plus gros bouleversement de ma vie, je pense. J'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre. Mais c'était vraiment très, très fort. J'ai découvert vraiment ce que c'était aussi d'autres territoires exclus. On a des territoires exclus au sein de la métropole, mais on a aussi les îles. Et j'ai découvert ce qu'était une île française totalement exclue. Et donc toute cette jeunesse-là, avec qui on a tenu des ateliers pendant 3 semaines, m'a énormément touché. Donc je pourrais pas mettre un visage ou une personne, mais c'est vraiment toute cette expérience et tout ce public qui m'a beaucoup touché, qui m'a encore plus donné envie, en fait, de continuer à photographier, de continuer à documenter, parce que c'est pas juste de la photo, en fait, c'est de l'humain. Moi, j'arrive à Paris en 2013. Je mets à peu près 1 an, en fait, à me prendre plein de réflexions sur le fait que je suis un jeune de banlieue. Alors déjà, je suis noir. En plus, je suis de quartier. Je suis du 93. Je suis d'une ville du 93 qui est pas forcément connue pour les meilleures choses, c'est-à-dire Aulnay-sous-Bois, le quartier des 3000. Et donc, je suis confronté à plein de stéréotypes, toute une image de la télévision journalistique, enfin, tout ce qui est vraiment enquête exclusive, etc. Et du coup, beaucoup de la criminalité, etc. Et du coup, moi, je me retrouve face à cette image et je me rappelle d'un jour où j'ai une collègue de travail qui me dit « Tu parles beaucoup de ton quartier comme d'un endroit superbe où il y avait beaucoup de belles choses, où c'était très beau, etc. Mais montre-nous ». Et donc, un jour, je suis posé comme ça à Paname avec un de mes meilleurs potes, qui est aussi photographe, Richard Banrock. Et on discute tous les deux, ce qu'il est aussi photographe, et on a beaucoup évolué ensemble. Et donc, du coup, je lui ai dit « tu sais, j'aimerais bien faire une série photo qui parle de mon enfance. Et j'aimerais bien prendre des photos, en fait, qui montrent le côté naturel et simple de comment on a grandi. Et donc, repartir de ma naissance jusqu'à mes derniers jours dans le 93, où je prends en photo mes souvenirs. Et donc là, il me dit « Ouais, mec, c'est un truc de ouf, il faut que tu fasses ça. C'est un des meilleurs projets que t'as fait. » Sans me dire qu'ils étaient nuls les autres, mais en gros, que voilà, c'est un projet qui est hyper intéressant. Et donc, c'est un peu aussi une des premières fois où on me dit, en tant qu'artiste, même si à ce moment-là, je m'en rends pas compte que je suis artiste, c'est la première fois qu'on me dit « Tu peux le faire ». J'ai beaucoup grandi dans « Tu ne peux pas le faire, ce n'est pas pour toi, tu n'as pas le profil, tu n'as pas assez d'argent, tu ne viens pas du bon territoire pour pouvoir faire ces choses-là ». Et c'était un peu la première fois où on me disait « Tiens, tu peux faire quelque chose d'artistique et ça peut fonctionner ». Donc moi, je fonce dedans.
Et donc, je commence en 2014, du coup, une série qui s'appelle Alzheimer, qui est ma première série photo, qui est une série qui parle de mon enfance, de mes souvenirs. Et très vite, je me rends compte, donc à l'époque, c'était pas une série qui était destinée à être une série photo exposée ou présentée, mais c'était plus une série qui était un peu personnelle, parce que du coup, je vivais un peu ce que j'appelle une crise identitaire, où je savais plus trop où j'étais. Moi, j'étais à Paris, on me ramenait toujours un mec de banlieue. En banlieue, on m'appelait Parisien parce que j'habitais du coup à Paris. Et donc, j'étais un peu perdu. Et surtout, j'ai tellement couru dans le futur pour m'évader en fait de mon quartier, de cette classe populaire. J'ai tellement voulu fuir ça que je suis passé à côté de toute mon enfance et je l'ai vécu sans vraiment la considérer. Et donc, pour moi, c'était une manière aussi de revenir un peu en arrière avec cette série photo. Et donc là, je commence à Bondy, où mes parents se sont rencontrés, avec une photo qui s'appelle Le Commencement, donc du parking où mes parents se sont rencontrés. Ça évolue ensuite, du coup, à Aubervilliers, où j'ai passé de mes 3 ans à mes 7 ans. Ma grand-mère est restée à Bondy, donc on faisait beaucoup d'allers-retours à Bondy Nord précisément. Et à 8 ans, il y a vraiment une tournure de mon enfance. C'est quand j'arrive dans le quartier des 3000, qui est un quartier encore plus populaire, et où je me prends de plein fouet, en fait, ce qui est vraiment la pauvreté, et ce qui est vraiment un quartier dit difficile. Donc j'ai là mes premières bagarres, j'ai mes premières tensions, je commence à ressentir les premières exclusions, ma scolarité qui commence à s'écrouler aussi, enfin mon niveau scolaire, je veux dire. Donc en fait, tout s'enchaîne et donc moi, tout ça, j'ai vraiment envie de le montrer. Pas seulement pour le côté difficile de ce que c'était de grandir dans un quartier populaire, mais aussi de montrer la nuance de tout ça. C'est-à-dire que si on était aussi révolté, si on était aussi nerveux, j'ai envie de dire, au niveau du sport, ou même dans notre manière de parler, ou dans le langage, l'argot par exemple, c'était aussi qu'on vivait dans un environnement, il y a un mode de vie qui finalement était très dur aussi. On dit beaucoup que la violence, elle est dans les mains des jeunes, mais en fait, la violence, elle est dans l'environnement, en fait, quand on grandit dans ces quartiers. Ouais. Et ce que je voulais, moi, c'était vraiment faire une série photo très simple de mon enfance, sans être dans un truc trop politique, mais qui, indirectement, en fait, naturellement, va aussi montrer ce côté-là. Et donc, j'ai commencé cette série qui s'appelle Alzheimer, que j'ai commencé en 2014 et qui s'est finie en 2017, avec ma première exposition. Et c'est là où, en fait, je me rends compte, donc je peux commencer à vous montrer un peu aussi mes photos, mais c'est là où on se rend un peu compte que finalement, mon quartier et ma vision de mon quartier intéressent. En fait, je fais cette exposition et j'ai du monde qui passe. Alors, il y a beaucoup de mes amis, donc ça, c'est assez normal. Ils connaissent un peu mon travail, ils me félicitent, etc. Mais j'ai aussi des personnes, c'était dans le Marais, donc cette première exposition, donc il faut savoir que j'expose des photos du 9-3 dans des coins hyper bruts, sans esthétisme particulier. C'était vraiment le but, c'était de montrer vraiment quelque chose de très brut, très cru. Et je le mets en plein dans le Marais. Et là, forcément, j'ai un public qui est pas du tout habitué ou qui connaît pas vraiment ce territoire. Et j'ai eu des retours très positifs, beaucoup de questions. Je cherche une photo que je n'ai pas dans le magazine, dans le fanzine. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est je saute toute l'exposition, mais ce qui est intéressant, c'est la dernière journée d'exposition. C'est une vieille dame, je pense de classe assez bourgeoise, qui est avec son mari en costume, elle avec un collier de perles. Ils sont très élégants, très beaux, très grands, bref, très beaux. Et ils sont en face d'une de mes photos, qui s'appelle l'Eldorado. Et j'ai un ami qui vient me voir et qui me dit, tiens, il y a cette dame qui t'attend là-bas, qui veut te poser des questions. Elle comprend pas trop le travail. Donc moi, je vais la voir. Donc je suis déjà un peu sur la défensive parce que je suis face à un stéréotype et eux sont face à un autre stéréotype et des stéréotypes qui se croisent et qui se confrontent souvent. Et donc du coup, elle me demande, mais donc bonjour monsieur, je voulais savoir dans quel pays ont été prises les photos. Et donc moi, cette première question, déjà, je la prends hyper violemment parce que je me dis, c'est quoi comme question? Enfin, on reconnaît bien la banlieue parisienne, quoi. Et donc je lui dis, écoutez, c'est en France, c'est dans le 93, c'est juste tout à côté, c'est à 45 minutes d'ici. Et elle me dit, d'accord, mais c'est pas possible. Je lui dis, comment ça? Elle me dit, qui est le photographe? Et je lui dis, c'est moi. Elle me dit, mais vous avez quel âge? Et donc je lui dis, en fait, moi, à cette époque-là, j'avais peut-être 25 ans. Et je lui dis, j'ai 25 ans, j'ai pris ces photos il y a 2 ans, et la dame, vraiment face à moi, est stupéfaite. Elle est choquée, elle regarde la photo, elle me regarde, et elle me dit, mais les gens vivent dans ça aujourd'hui en France? Et cette phrase,
elle a résonné, elle résonne encore aujourd'hui dans mon travail et dans ma tête. Parce qu'en fait, toute mon enfance, je pensais qu'il y avait nous, en quartier populaire, et les gens de l'extérieur qui étaient parfaitement conscients de ce qu'on vivait et qui jugeaient malgré leurs connaissances sur ce qu'on vivait. Et je me suis rendu compte par cette phrase et cet échange-là que finalement, il y a aussi beaucoup de méconnaissances, il y a aussi beaucoup d'inconnus, il y a beaucoup de méfiance, il y a beaucoup d'idées préconçues aussi à cause des médias et autres dans le travail de l'époque, et encore aujourd'hui malheureusement. Et donc, cette dame, en fait, était tout simplement dans l'inconnu. Et elle découvrait aujourd'hui, alors je sais plus quel âge elle avait, mais elle avait plus de 60 ans, je pense. Et elle découvrait, d'ailleurs, elle m'a dit, mais ce soir, je me coucherai avec... Enfin, ça faisait longtemps qu'on m'avait pas appris quelque chose. Et aujourd'hui, vous m'avez appris quelque chose qui va vraiment changer. Ce soir, je me coucherai différemment. Et ça m'a vraiment touché parce que je me suis dit que finalement, mon travail n'était pas que photographique. C'était pas juste des photos, c'était pas juste ma vie, et que tout ce que je montrais dans la simplicité dans laquelle je pouvais imaginer que c'était aussi simple, bah finalement, ce n'était pas aussi simple, et ça pouvait avoir un impact vraiment positif sur des personnes extérieures à notre territoire, et donc il y avait un intérêt dans mon travail aussi, peut-être un peu politique. Ce que je trouve intéressant sur ce qu'explique Marvin, c'est que moi, à mon époque, il n'y avait personne qui s'intéressait aux gens des cités et aux multicultures. À New York, moi j'ai beaucoup été à New York et j'ai beaucoup travaillé sur les Noirs américains. Et à l'époque, on me disait non, il ne faut pas aller dans ces quartiers, c'est dangereux, il va t'arriver quelque chose et tout ça. Et en allant là-bas, je découvrais plutôt la vie, beaucoup d'amour, d'identité, de style et beaucoup d'inspiration. Donc, ce qui est intéressant, c'est quand j'entends Marvin parler, c'est de dire que moi, à mon époque, et ce que je fais toujours encore, c'est d'aller vers l'autre et de témoigner de quelque chose que je ressens très fort pour le communiquer. Et ce que Marvin exprime, c'est que lui, justement, il est une des personnes qui pourrait être un de mes sujets photographiques. Et lui, justement, il a aussi sa solitude et il a eu besoin de l'exprimer pour exister. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on se recoupe, mais avec des regards différents. C'est-à-dire que lui, il part de lui pour raconter son environnement et ce qui est important pour lui, alors que moi, je pars du fait de me sentir multiculturelle et pouvoir bouger partout dans le monde et d'avoir envie de témoigner de tous ces gens qui, justement, ont quelque chose à dire, ont quelque chose à faire et de leur redonner une identité. Donc, c'est assez amusant parce que de nos deux côtés, on a un même amour, on transmet la même chose, mais avec des angles différents. Donc, c'est ça qui est intéressant dans la photo, c'est qu'en fait, il y a plusieurs prismes. Et la photo, c'est une écriture. Donc, on est chacun à exprimer quelque chose et en fait, à vouloir parler et valoriser quelque chose qui est important pour nous et qu'on pense qu'il faut transmettre. C'est intéressant. L'idée du beau, en fait, à la base, je me répète, mais j'avais pas vraiment pour but de faire du beau, dans le sens où quand j'ai commencé la photographie, pour moi, il n'y avait pas besoin de prouver que c'était beau, dans le sens où je savais que c'était beau. J'avais pas envie de prouver que c'était beau, j'avais envie juste de montrer comme c'était et essayer de le montrer avec mon regard. Et comme moi, je le voyais beau, logiquement, l'objectif, c'était que les gens le voient pour une fois, enfin, voient mon territoire comme moi, je le vois. Et il faut savoir que moi, du coup, je suis myope et je porte pas de lunettes. Et du coup, je fais une parallèle bizarre, je sais, mais en fait, je vois un peu la vie au loin, un peu floue. Ce qui donne un peu cet effet un peu rêve, un peu granuleux. Et en fait, finalement, quand j'ai commencé l'argentique, ce qui a été intéressant, c'est que dans les textures, dans les couleurs et dans le grain, j'ai retrouvé presque la vision que j'ai vraiment moi. En fait, moi, je vois beaucoup la vie de manière un peu pastel, depuis toujours, dans un monde brut. Et en fait, je trouvais que dans mes photos, le parallèle entre le grain et la douceur du film et ce côté brut du décor, en fait, se rapprochait le plus de ma vision personnelle. Et donc, c'était pas pour moi quelque chose de beau, c'était juste comme moi je le voyais. Et c'est ce que après le public qui a vu mon travail a défini comme beau. Donc, par exemple, j'ai cette photo qui est la première photo du premier fanzine que j'avais fait sur mon travail, que j'ai appelé Fierté 93. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans mon travail, c'était très délicat au début de documenter mon territoire parce que, comme je vous l'ai dit, il y avait beaucoup de mauvaises informations et donc on a beaucoup de ce qu'on dit clichés et ça me fait penser à ce que Maël vient d'expliquer par rapport au rapport avec les États-Unis, par exemple. C'est que j'avais toujours vu que quand on parlait de culture urbaine aux États-Unis, en France, c'était quelque chose d'incroyable. Encore aujourd'hui, on s'inspire des plus grands. On a le rap, on a le look vestimentaire, on a toute la culture hip-hop des États-Unis qui nous fait fantasmer. Mais
Mais en même temps, quand on parle de notre culture hip-hop française, elle a toujours, en tout cas pendant pas mal d'années, été amenée comme quelque chose de péjoratif. Et donc, ce que je trouvais bizarre, moi, dans mon enfance, c'est que comment on pouvait trouver qu'un immeuble de Brooklyn était incroyablement beau et que l'immeuble des Courtilières, qui était certes un peu plus petit, mais de la même couleur, était moche. Et en fait, moi, je comprenais pas cette nuance-là, sachant que moi, je les voyais comme je les voyais dans les clips américains, donc je les voyais très beaux. Et donc, je voulais vraiment mettre en avant ce côté-là, ce côté fier de notre territoire, fier de notre culture. Ce qu'on appelle cliché, pour moi, c'est juste une culture qu'on a qui est mal comprise ou mal expliquée. Et ce que je voulais montrer, c'est aussi tous ces moments de vie, cette beauté dans le dur, cette beauté dans le difficile, dans le cru, même dans la violence parfois, parce qu'il y a un tel besoin de s'exprimer, il y a un tel besoin d'expression que c'est véhiculé par des choses peut-être excessives parfois, mais quand on vient de ces territoires-là, on les voit pas du tout comme ça en fait. On les voit plus comme parfois des appels à l'aide ou même des messages même d'amour. Et je trouvais que voilà, c'était des choses que j'avais vraiment pour objectif de capturer sans être dans un process de photographe qui fait un documentaire, mais vraiment dans un truc d'un jeune qui documente juste ce qu'il voit. Je te coupe parce que ce que je trouve hyper intéressant aussi, c'est que moi, au début, justement, quand j'ai photographié les cités et les ghettos et tout ça, c'était mal vu. Donc déjà, au contraire, mon travail, c'était au contraire de dire, même aux États-Unis, même en France, aux États-Unis, c'était de dire, on est dans les cités, c'est notre territoire et notre territoire, il est beau. Et on va arrêter que les autres nous expliquent comment, qu'est-ce qui est beau. Le beau, c'est ce où on est, et si on est là, c'est que c'est beau, et ce qu'on va créer est beau. Donc ce que je trouve vraiment génial, c'est de me rendre compte que maintenant, tu vois, tu es la nouvelle génération, et enfin, tu fais partie des gens qui disent, on ne va pas se singer et faire semblant qu'on appartient à un autre monde. On est ici et on est fiers de qui on est et on va remontrer qu'on est beau. On va vous faire passer un peu nos fanzines comme ça et nos livres pour que vous regardiez un peu notre travail. Marvin, il raconte des histoires très intenses. Donc il faut que je puisse... Non, on va tous pleurer. C'est trop deep. Ouais, je suis un peu mélancolique comme homme, c'est vrai. Non, donc tu parlais du beau et Marvin expliquait comment lui, dans son milieu, et c'était évident que c'était beau. C'était une naturelle. Et moi, je veux juste encore vous montrer la même chose. C'est-à-dire que j'arrive dans le quartier de New York, c'est très, très loin. On me dit, c'est dangereux, il faut faire attention, tu vas te faire dévaliser, tout ça. Et j'arrive dans le quartier. Et quand j'arrive, une des premières images que je vois, c'est un jeune homme, comme ça, il fait beau. Il a enlevé son T-shirt. Il est en fait en chaussures claquettes, chaussettes. Et c'est l'été. Et quand on arrive là et que on voit cette scène... Est-ce que je peux te couper une seconde? C'est quelle année que tu as fait ça? Ça, j'ai dû faire ça en 97. Donc depuis 97, les claquettes chaussettes, c'est à la mode. Ouais, je note. C'est la mode. Donc Marvin, il raconte qu'il est dans sa cité, tout ça. Et moi, je vous raconte... Non, c'est bien taillé en petite pierre. Je t'embête. Attends, moi j'adore j'adore le travail de Marvin. On n'a pas encore développé tout ce qu'on aime dans le travail. Dans sa petite cité là. Non. Pour l'instant, on a parlé d'un rapport à l'autre et de notre relation à ce que nous on voyait, ce qu'on avait envie de transmettre. Et on parlait du beau. Et donc moi je vous expliquais que quand j'arrive dans New York et que je tombe sur un jeune homme comme ça dans les rues, il est évident que la beauté, elle est là. Et dans la relation que j'ai avec cette personne, c'est déjà qu'elle accepte d'être photographiée, qu'elle accepte qu'il y a un échange et qu'elle accepte c'est-à-dire que j'arrive et je dis, mais c'est magnifique, je le vois, il est magnifique. Je dis, est-ce qu'on peut faire sa photo? Oui. Et tout d'un coup, tous les deux, on existe. Notre interaction est importante. Et lui, le fait que je le photographie, il existe. Et il existe dans le regard de l'autre. Et ça fait partie de ce qu'on fait en photo. Et après, ce qu'on essaie de transmettre, c'est que Marvin, lui, il va parler de ce qu'il venait de dire, de son intimité, de ce qu'il ressent. Et moi aussi, en fait, je parle de ce que je ressens de ces cités, de très fort, qui est des choses essentielles pour moi à la vie. Et dans la vie, ce qui est important, c'est l'identité, le rapport qu'on a les uns avec les autres. Et aussi tout ce qu'on va créer quand on n'a pas beaucoup d'argent. On n'a pas beaucoup d'argent, mais qu'est-ce qu'on a? On a nous-mêmes. Et nous-mêmes, ça va être dans notre manière de s'habiller, d'être, notre comportement dans notre environnement. Et là, par exemple, pourquoi j'aime cette photo? Parce qu'à un moment, c'est que donc il est dans les cités.
il y a écrit We accept food stamp and Quest. Food stamp, c'est ce qu'on donne aux gens qui n'ont pas beaucoup d'argent et c'est pour acheter de la nourriture. C'est le welfare, ça s'appelle aux États-Unis. Et Quest, c'est de la petite monnaie. Donc déjà, dans cette photo, il y a l'environnement qui montre qu'on a un jeune homme magnifique qui a l'air être à l'aise et qui est comme dans un environnement où c'est devant une petite épicerie. C'est bien compris que on est dans un quartier pauvre puisqu'ils acceptent ça. Et derrière, on voit écrit Community. Et ce qui était marrant, c'est qu'au moment où j'ai pris la photo, j'étais plutôt intéressée par montrer ce jeune homme dans cet environnement. Et quand j'ai découvert après, parce que comme Marvin, je fais du négatif, enfin avec du film, quand après j'ai découvert qu'il y avait Community derrière, ça a affiné la photo et ça a encore plus signifié ce que j'ai voulu et ce que j'ai ressenti de ce quartier. Dans mes mains, je tiens du coup le premier fanzine qui a été créé pour ma série à Londres. Donc, j'ai réalisé une série photo on va dire documentaire, reportage sur les quartiers populaires de Londres pendant près de 3 ans. J'ai fait des allers-retours beaucoup entre Paris et Londres, du coup. Et c'est une série que j'ai pensée à la suite et même à la fin, je dirais, de ma série dans le 93. On va dire qu'après quelques années, entre du coup 2014, j'ai fini à peu près en 2019-2020. Très rapidement, je me suis posé la question de est-ce qu'il existait finalement un 93 dans toutes les grandes villes du monde et à quoi elles pouvaient ressembler et comment vivent les jeunes des quartiers populaires des villes voisines. Et donc, très rapidement, je me suis dit, Londres, ce serait une ville qui nous paraît très différente, qui est assez proche, que j'avais déjà visité plusieurs fois pour du tourisme, pour le Black Friday ou pour les soldes, voilà, enfin, les voyages assez classiques de Paris-Londres. Et donc, à ce moment-là, je me dis, tiens, je vais passer du temps là-bas, je connais personne, je connais pas les quartiers populaires de Londres. J'avais tout doucement commencé à entendre parler, du mouvement de la drill, de la grime. C'était plus grime à l'époque. Et donc, je voyais dans ces clips sur YouTube un peu les décors, les looks. Je voyais qu'ils portaient des Nike comme nous. Je voyais qu'ils mettaient des survêtements. Et je me suis dit, mais ouais, ils nous ressemblent un peu quand même. Donc, il y a moyen de faire quelque chose. Donc, je prends l'Eurostar. On va dire fin 2018, début 2019. Et je passe pas mal de temps tout de suite avec des amis que je me suis fait sur Instagram. Ils me disent, vas-y, viens, passe une journée avec moi. Donc, moi, je les suis dans leur quartier. Et donc, par exemple, on a Suti, qui est une jeune jamaïcaine, de la diaspora jamaïcaine de Londres, donc une des plus grosses communautés de Londres, d'ailleurs, qui fait vraiment partie de la jeunesse de Brixton. C'est une jeune fille son père, lui, est un des commerçants les plus connus du marché de Brixton. Donc, elle a une bonne réputation dans le marché. Son père aussi, du coup, il a une énorme fresque à son effigie. Donc, on passe toute la journée avec Suti, que je connaissais déjà un petit peu avant. On passe la journée ensemble dans le marché, autour de Brixton. Elle me raconte un peu des anecdotes. On finit chez elle. Elle me fait un thé. Elle me parle toute la soirée de plein d'anecdotes de son enfance, de la période des manifestations, même des révoltes, je dirais, de Brixton qui sont mythiques. En fait, il y a tout un moment où il y a beaucoup d'échanges. En fait, mon travail, finalement, évolue au-delà même de la photographie. C'est que je passe, dans cette série photo-là, limite plus de temps à échanger avec mon sujet que le photographier. Et donc, pour une conversation ou une journée entière, je vais prendre peut-être, 5-10 photos max, alors que je vais y passer 7 heures, 8 heures et qu'avec un digital ou dans un autre process, j'aurais pu prendre, 2000 photos. Et là, l'intérêt, il est plus de comprendre ce que je visite, comprendre leur culture, comprendre ce qu'ils sont et aussi leur donner une parole et une voix et une visibilité. Et du coup, je passe du temps avec eux naturellement. Donc là, on a un rappeur qui s'appelle Vinch, que j'ai suivi dans son quartier aussi. Là, on passe devant le terrain de basket. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un ballon. Donc, il y a le mec qui joue. Ils se connaissent pas, eux deux, ils se connaissent pas du tout à ce moment-là. Ils sont du même quartier, mais ils s'étaient pas croisés. Et donc, ils se mettent à jouer. Moi, je leur dis, faites comme si j'étais pas là. Ils se mettent à jouer. Moi, je prends des photos. Voilà, on a des photos un peu plus crues, je dirais, même brutes. Mais c'est aussi ça que je documente. C'est ce qu'on voit, ce qu'on peut montrer comme quelque chose de négatif, péjoratif, mauvais, tous des mots négatifs qu'on peut y apporter. Moi, j'y vois quelque chose d'hyper sain
Ils étaient là, entre jeunes, on était en train de parler, on avait les mêmes sujets que quand j'étais dans ma banlieue parisienne, on rigolait de la même manière. Moi, j'étais pas londonien, ils parlaient slang en plus, donc argot anglais. Et moi, je devais comprendre des mots, des fois, que je captais pas trop, donc j'étais pas dans ma zone de confort, j'avais quitté mon 93. Et pourtant, ce qui m'a vraiment étonné dans ce travail-là, c'est que souvent avec les jeunes, après peut-être, je sais pas, ça dépend des jeunes, mais entre 30 minutes et 1 heure de conversation, j'avais l'impression d'avoir toujours vécu à Londres. J'ai été accueilli comme si j'étais londonien, je me sentais vraiment à la maison. Il y a même des fois où j'oubliais même que j'étais pas d'ici. Et donc je prenais mes aises et je me baladais dans les quartiers. Des fois même, il y a des jeunes qui me disaient « Mais attends, t'as été marcher dans ce quartier-là ?» Je disais « Ouais ». Ils me disaient « Mais t'es pas londonien ?» Je disais « Non, mais personne va là-bas. » Et je disais « Justement, c'est pour ça que j'y suis allé. » Et ça s'est toujours super bien passé dans tous les territoires que j'ai documentés d'ailleurs. J'ai jamais eu de problème. Donc c'est aussi ça que j'aime raconter et montrer, c'est que on diabolise des territoires et des personnes et des groupes de personnes qui finalement, en fait, c'est ce que tu racontais tout à l'heure avec New York. Exactement. Et moi, en plus, je suis une femme. J'allais dans les pires ghettos de New York. Je me promène seule avec tous mes appareils photo. Je viens pas pour un magazine. Je viens juste pour développer mon travail, la curiosité et écrire quelque chose d'artistique et de poétique. Et en effet, ça se passe très bien, en fait. C'est une histoire de le cœur. Quand on va quelque part avec le cœur, qu'on a une intention positive. Et pareillement que toi, Marvin, et c'est en ça qui peut-être font que nos photos ont quelque chose de commun, c'est qu'en effet, j'arrive jamais quelque part avec mon appareil photo sans demander à la personne, sans essayer de la comprendre. Il y a toujours tout un moment où on arrive dans un environnement, on le regarde, on observe, on essaie de comprendre ce qui se passe, qu'est-ce qui est important pour la personne, qui est la personne qui brille le plus, qui est la personne justement qu'il faut photographier parce qu'il se passe ça. Ça, c'est rendre compte de ce qu'on ressent sur quelqu'un. Et c'est jamais arrivé avec « Ah, on va chercher ça, il va y avoir les filles avec les trucs, les guns ». Moi, tous les quartiers que j'ai photographiés, les gens avaient des armes. Mais je n'ai jamais photographié les armes parce que c'était pas ça qui était important. Il y avait beaucoup de drogue, beaucoup de choses. Mais en fait, dans ces quartiers, j'ai découvert le rire, la vie, le partage, la famille, l'amour, l'amitié entre les gens. Et je trouvais qu'on a toujours voulu stigmatiser ces quartiers avec toutes ces choses-là. Elles existent. Mais moi, dans mon travail, je voulais surtout montrer ce qu'on ne montre jamais. Donc, en effet, il y a des endroits, comme il dit, où on va aller quelque part, on se dit « Ah, mais t'as été là !» Mais en fait, c'est une histoire... en fait, le monde, c'est ça. C'est comment on se place, qu'est-ce qu'on attend des gens et qu'est-ce qu'on a envie de créer avec les gens. Donc, en tout cas, je voulais refaire. C'est-à-dire que si vous aimez notre genre de photos, il faut comprendre que ces photos, ça nous a pris beaucoup de nous-mêmes et d'interaction avec les autres, de placement et de compréhension. Donc, ce n'est pas du tout... On n'est pas au zoo. On est vraiment dans une recherche de quelque chose qui est important et profond pour nous et dans l'échange. Ouais, je pense c'est fondamental dans ce travail-là d'être, déjà sociable. Bon, ça va de soi. C'est ça. Mais aussi d'être très respectueux, d'avoir grandi dans le respect et dans la multiculture. Je pense que c'est probablement le meilleur bagage qu'on puisse avoir quand on grandit dans un quartier populaire français, en tout cas, c'est d'avoir grandi dans la multiculture. Parce que dans mon travail, finalement, aujourd'hui, ça me sert énormément. J'ai aucune crainte et aucune peur de la différence. Quelque chose qui aujourd'hui en France est une arme de poing, c'est la différence, on l'utilise justement pour faire peur. Et je pense que quand on grandit dans un environnement multiculturel avec des gens qui sont différents depuis bébé, en fait, on n'a pas peur de ça. Et c'est vrai que dans mon travail, je pense que c'est ton cas aussi, Maï, d'avoir même au sein de sa propre personne, d'être parfois métisse, par exemple, aussi, d'avoir grandi dans cette multiculture, on a une facilité, en fait, d'aller voir l'autre, même s'il ne ressemble pas, et de savoir s'effacer un peu pour l'écouter, pour le regarder, pour le considérer. Bonjour, moi c'est Emma, je suis photographe, je travaille aussi dans la direction artistique et dans l'événementiel. Moi j'avais une question par rapport à la manière d'appréhender vos sujets. Est-ce que vous pensez qu'avec l'évolution des mentalités à l'heure actuelle, moi, jeune photographe, fille, avec l'insécurité et tout, je pourrais aller dans les quartiers, aller me présenter à ces gens-là et leur aborder votre travail et leur dire « Ouais, j'aimerais bien faire pareil ». Évidemment, en fait, c'est pas aux autres de t'apporter quelque chose. En fait, c'est toi de venir avec ce que tu as apporté. Donc, si tu viens en apportant quelque chose, en disant « Voilà, moi, voilà ma curiosité, voilà ce que j'aimerais montrer » ou juste « Je suis là pour vous découvrir ». Donc, dans ce cas-là, tu viens avec ton intention. Et après, tu vas recevoir
ce que tu vas recevoir. Donc, il n'y a pas de... si tu viens, tu es mal à l'aise, évidemment, ça va mal se passer. À vrai dire, comme me dit Marvin, ça a l'air simple, mais moi, à chaque fois que je pars faire des photos, il y a une préparation. C'est-à-dire que le temps de préparer tous mes appareils photos, de savoir comment je vais être habillée pour m'intégrer dans un environnement. Quand je pars le matin, j'ai beaucoup d'appareils photos, donc j'aime bien en avoir beaucoup. Être prêt à aller vers l'autre et parler à l'autre personne, être prêt à avoir un refus et continuer dans sa journée, être prêt à être éventuellement agressé parce qu'on a un appareil photo ou parce qu'on est là en train de photographier. En fait, c'est vraiment une attitude à avoir. Alors, on est tous avec notre personnalité, c'est-à-dire que moi, le matin, je me prépare, j'y vais. Une fois que j'y vais, je suis en guerrière. Et des fois, il peut m'arriver d'être cool, rigoler avec les gens et sortir mon appareil photo et faire une photo. Mais ça, c'est dans le hasard de la vie. Mais quand je vais faire des photos, je suis en mission photographe. Et que j'ai l'air un peu plus active, alors que tout le monde est en train de rigoler pour photographier, je l'assume. Que j'ai l'air d'être un peu à genoux, me lever, être un peu plus énervée parce que tout d'un coup, je veux ramener une photo, parce que mon but est de ramener quelque chose. C'est-à-dire que même s'il y a dans la mélancolie, mon but est de capturer quelque chose. Donc, je vais y mettre tellement d'intention qu'au moment où j'ai photographié, oui, je suis dans quelque chose qui a été accepté ou non. Mais en effet, comme on le disait tous les deux, j'arrive pas avec mon appareil photo dès le départ. C'est-à-dire que je vais rencontrer les gens, j'attends de me faire accepter, j'attends qu'il y ait un accord. Et si, quand bien même je vais photographier, je me dis, bon, je vais faire un événement, j'y vais, je vais m'adresser à la personne et je vais lui en parler avant de faire la photo. Ou à la limite, si je vole une photo, ce qui n'est pas vraiment mon cas, je fais un eye contact, que la personne ait compris que j'ai un appareil photo. Pour bondir, bon, je pense que là, pour la partie technique, je ne vais pas répéter ce que Maï a parfaitement expliqué et je me retrouve à 100%. Après, moi, je travaille avec beaucoup moins. J'ai travaillé surtout avec ce petit boîtier-là. Donc, si tu veux, c'était pas un gros matériel. Donc, j'ai pas besoin d'une grosse préparation matérielle. Mais il y avait une grosse préparation, justement, presque psychologique. De se dire, aujourd'hui, voilà, je m'ouvre, je rentre au max de ma tolérance, je suis curieux. Et voilà, il y a cette préparation. Moi, comment je peux avoir une réponse à ta question, c'est plus sur la considération dans tout ça. Pour moi, c'est, à mon sens, le plus important. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu considères les personnes que tu as en face de toi, sincèrement, que tu arrives avec une caméra immense. Bon, après, si tu arrives dans un endroit où il n'y a vraiment pas d'argent avec une caméra qui coûte 3 000 €, c'est juste de la logique. Mais si tu arrives avec une caméra plutôt moyenne, que tu es habillé même comme tu aimes t'habiller, mais que tu as vraiment un discours qui est sincère et que tu as un peu préparé aussi ta venue, c'est-à-dire que, comme Maï, je vais jamais dans un territoire vraiment difficile si je connais personne. On va dire que je vais toujours soit venir un jour tout seul, en basket short, jogging, décontracte. J'y vais, je me balade, je prends la température. Alors des fois, on va me dire ici, c'est pas possible. Okay. Mais je sais que c'est pas possible. Mais je vais jamais arriver avec mon appareil photo, commencer à le dégainer et dire est-ce que je peux prendre en photo ? Parce que, il faut faire un repérage, en fait. Il faut faire une sorte de repérage, mais c'est pour ça que moi, je préfère le mot considération. Pour moi, c'est pas du repérage, c'est considérer le territoire. Tu considères les gens. Parce qu'en fait, généralement, quand tu as un refus, on voit ça comme de la méchanceté. Mais en fait, les populations et les territoires qui refoulent les photographes, journalistes, etc., ont souvent une histoire. Par exemple, je pense au quartier populaire que j'ai photographié, notamment le 93, dans certains quartiers difficiles. Moi, je peux y rentrer parce que déjà, j'en viens, donc j'ai les codes. Donc déjà, ils voient que quand je parle, quand je m'habille, les références que j'ai, on vient du même monde. Donc déjà, c'est vrai que c'est un plus pour moi, c'est une évidence. Mais je sais et je connais des photographes qui n'ont pas ces codes, qui ont réussi à le faire, parce qu'en fait, ils ont considéré les gens qui sont venus. Ils sont conscients que pendant des années, les journalistes et les photographes ont fait peut-être un mauvais travail ou une désinformation de ces territoires. Et donc, du coup, les jeunes, c'est pas qu'ils ont une haine ou une envie de voler les photographes ou les journalistes, c'est juste qu'ils ont eu un historique dans leur vie ou de leurs grands frères ou de leurs parents ou de même d'avoir souvent été un peu manipulés médiatiquement, qu'aujourd'hui, en fait, ils ont un peu une phobie de tout ce qui est des caméras. Et peu importe d'où tu viens. Moi, je suis un homme noir d'1m84, je viens de quartier, quand je vais shooter, je suis en TN. Mais ça m'est déjà arrivé d'avoir des jeunes qui se braquent et qui me jugent presque comme un journaliste qui vient pas du même milieu.
tout simplement parce que j'avais une caméra. Et cette caméra, c'est pas ta caméra et c'est pas toi. C'est l'histoire qu'il y a entre la caméra, toutes les caméras qui sont passées avant et le territoire. Donc c'est ça qu'il faut que tu captes avant, en fait. Moi, ce que je veux dire, c'est que, en fait, ma photo, je photographie pour créer une émotion. Pour le coup, je cherche pas vraiment l'émotion pour ma part. C'est pas quelque chose que je recherche. Je capture ce que je trouve. Donc, je veux dire que je cherche pas l'émotion, mais qu'en fait, je m'arrête sur l'émotion, dans le sens où, quand je prends une photo d'une jeune fille qui rigole en éclat de rire, par exemple, à Londres, j'ai pas été chercher à prendre une photo d'une jeune fille qui rigole pour montrer que j'en rigole, mais c'est plus que comme je passe mon temps, entre guillemets, en plus à vivre le moment que le photographier, en fait, ça m'arrive plein de fois, par exemple, de vivre des moments incroyables et de voir des choses incroyables dans des quartiers populaires, mais de pas les photographier et de préférer les vivre. Et en fait, on va dire que sur ces moments que je vis, en fait, sur 5 moments que je vais vivre, je vais prendre 3 photos. Donc, il y a 3 moments que je vais penser à sortir mon appareil pour le capturer. Mais je dirais plutôt que moi, je capture les émotions et je capture ce que je vois plutôt que je recherche. Je recherche rien de particulier. Tu ne donnes pas tout, alors? Non, il y a beaucoup de choses que je garde pour moi. Il y a parfois des scènes incroyables, tellement belles, que je me dis, celle-là, j'ai décidé de la garder pour moi. Et il y a plein de scènes que j'ai pu voir. Et ça m'a frustré de me dire que je les prenais pas en photo. Mais j'aime aussi garder ce côté-là où pour moi, la photographie, c'est un partage. Mais il faut continuer aussi en tant que photographe à vivre pour soi et s'enrichir visuellement pour soi. Et pas toujours être dans l'objectif, dans le but de photographier et de garder. C'est bien aussi de garder un truc un peu, je sais pas, dans la mémoire et pas forcément de le figer dans une photo. Voilà, c'est ma vision de... Il faut tout montrer. Du coup, je me présente, Wael, merci d'être ici aujourd'hui. J'avais une question par rapport à comment on gagne la légitimité par rapport aux marques et par rapport à certains artistes pour qu'on vienne les shooter et leur présenter notre vision pour la transcrire en photo ou que ce soit en photographie ou en direction artistique. Je dirais que pour ma part, c'est un peu délicat parce que j'ai vraiment accepté le photographe il y a peut-être 1 an. Enfin, dans ma tête, je vais dire. Je me suis jamais considéré comme photographe parce que j'ai été éduqué dans l'idée que c'était pas fait pour moi. Et donc, j'ai commencé à travailler avec des marques un peu malgré moi, dans le sens où les marques m'ont approché suite à mon travail et se sont dit, tiens, il y a un intérêt. Moi-même, j'étais le premier surpris, genre, pourquoi je bossais pour vous? Et en fait, je pense que la légitimité à être le photographe d'une telle campagne, de telle ou telle campagne, je pense que c'est pas une question que tu dois vraiment te poser dans le sens où tu dois... Enfin, c'est ma vision vraiment perso, mais je pense que le plus important, c'est de faire ce que toi t'aimes et d'être toi dans ta photographie. Et ensuite, si tu as des marques que tu apprécies, elles vont logiquement être dans le même ADN ou proche de ton univers. Et donc, à ce moment-là, tu seras légitime. Après, la légitimité, pour moi, c'est un mot qu'on met beaucoup dans le monde de l'art. Pour moi, c'est juste un prétexte pour censurer des artistes. Il n'y a pas de légitimité, en fait. Il n'y a pas de légitimité, il y a juste de la sincérité. Si tu as envie de bosser avec une marque, que tu as une image qui correspond à cette marque, tu peux photographier cette marque. Si tu as un message qui est juste, qui respecte les gens et la marque, enfin le public et la marque, ou le sujet, tu peux photographier. Après, qu'est-ce que c'est que la légitimité, tu vois? Pour moi, ça veut rien dire. Salut, moi c'est Maude, je suis photographe et vidéaste. Alors du coup, vous expliquez beaucoup que vous avez travaillé dans la mode aussi, dans la pub. Et je voulais savoir en fait, est-ce que vous avez une méthode différente quand vous travaillez justement avec des contraintes et des demandes un peu par rapport au fait de capter justement les émotions et de transmettre ces émotions. Comment est-ce que vous arrivez à le faire avec des demandes précises justement dans la pub? C'est toujours un peu... En fait, ce qui se passe, c'est que pour ce qui me concerne, c'est-à-dire quand je travaille pour la pub, j'ai créé tout un book qui correspond à la publicité. Et quand je travaille personnellement sur mes projets artistiques, j'ai un autre travail. Donc, c'est pas avec mon projet artistique, c'est pas toujours ou rarement avec mes projets artistiques que j'aborde la mode et la publicité. Par contre, ce qui est important pour moi, c'est que dans mon travail photographique, je me suis toujours inspirée de la rue et des vérités, des castings atypiques. Moi, je fais des photos de personnes multiculturelles et noires depuis 20 ans. Et avant, j'étais considérée comme la photographe de noir, alors que moi, j'estimais qu'il fallait aussi montrer ça. Donc, maintenant, on peut venir me chercher parce que je maîtrise bien et que j'ai un rapport normal
face à plusieurs communautés, alors que d'autres personnes l'auront emprunté. Tu comprends? Donc maintenant, oui, une fois que tu as un rapport comme on a dans l'humain, nos publicités vont être beaucoup plus dans l'humain. Et donc, si on vient nous chercher, c'est justement pour avoir une vérité de l'humain et peut-être pour moi de l'émotion, pour Marvin peut-être une manière d'être, enfin c'est toute une manière d'être et évidemment qu'on le remet dans la publicité et c'est à nous en fait quand on te demande un contrat, on te dit voilà on aimerait faire une campagne comme ça, qu'est-ce que tu vas y apporter? Et c'est toi qui imposes en disant voilà moi j'ai envie que les personnes elles soient à l'aise, il faudra qu'elles viennent le matin, je veux plutôt ce casting-là. Donc c'est à nous de définir et de rentrer dans des cases pour exprimer le meilleur pour une marque. Bonjour, Nicolas, je suis photographe. Je profite de cette chance de vous avoir pour poser une question. Donc, si vous voulez pas y répondre, il n'y a pas de souci. Vos parcours sont très inspirants et je voulais savoir, au moment de votre carrière, est-ce que vous avez eu une grosse désillusion ou une remise en question, quelque chose qui était vraiment compliqué parce que on voit tout ce travail magnifique, mais l'envers du décor, il est comment? Je vais essayer de la faire très courte parce que je pense que Maï, étant donné qu'elle a une plus grosse carrière que moi, la réponse sera très intéressante. Moi, je vais faire la plus courte puisque ma carrière est plus courte. Pour l'instant, ça fait 10 ans que je fais de la photo. Ça fait, comme je disais tout à l'heure, que 1 an que j'accepte d'être photographe. C'est extrêmement dur d'être artiste, surtout à Paris, parce qu'il y a une concurrence constante. On est en plus dans une génération à nous. On est sur la surconsommation, dans le fast consommation. Donc, même la photographie, il faut toujours ramener. On est sur Instagram. Je poste une photo aujourd'hui, dans 2 jours, les gens la regardent même plus. Il la like en fraction de seconde, il la regarde pas. Donc, on est toujours un peu dans l'inquiétude du lendemain. Et on est toujours, je suis toujours, pour parler de moi, toujours dans la crainte de quelle photo et quel photographe je serai la semaine prochaine. Donc, plusieurs fois, encore il y a une semaine, je me suis demandé si j'allais pas arrêter. Moi, je me demande au moins 1 fois par semaine si j'arrête pas la photo. Parce que je suis toujours un peu paniqué de est-ce que j'ai vraiment un avenir dedans. Et en fait, ce qui fait que je continue, pour répondre à c'est la question que tu vas te poser du coup, je pense, pourquoi je continue? Parce que j'ai décidé depuis toujours, et même avant d'être photographe, en tant que jeune banlieusard, de toujours me battre pour mes rêves. Et donc, c'est pour ça que je continue à faire de la photo, parce que c'est ce que j'aime et que je continuerai toujours à faire. Et je pense que même si demain, j'étais plus un photographe avec, je sais pas combien de cas sur Instagram et avec des collaborations avec des marques, je continuerai à faire de la photo parce que tout simplement, ça me fait vivre personnellement. Donc moi, comme j'ai commencé il y a très longtemps, à l'époque, personne n'avait de cellulaire. À l'époque, photographier quelqu'un dans la rue, c'était vraiment une intention. C'était une intention de photographe. Quand je croisais quelqu'un dans la rue qui m'étonnait, je me disais, je vais te photographier. Il y avait une intention photographique. Aujourd'hui, tout le monde a un cellulaire, tout le monde a un téléphone. Moi, je suis une photographe qui est passée par la musique, la mode, la publicité. Aujourd'hui, dans la mode, bien évidemment, il y a plein de jeunes photographes qui savent très bien faire. On demande plus une certaine technicité parce que les photos seront sur Instagram. Moi, à mon époque, déjà, les photos, elles étaient publiées. Donc, il fallait vraiment une très bonne qualité. Et aussi, à mon époque, on ne pouvait pas copier un autre photographe. Il fallait vraiment développer son style. Donc, si je faisais une photo qui ressemblait à quelqu'un d'autre, j'étais tout de suite éliminée. Donc, pour moi, toute ma carrière, elle s'est plutôt bien passée parce que j'étais assez motivée et que je représentais les jeunes et que j'avais un côté branché, que pour la publicité, j'ai ramené tout le côté branché, tout le côté street, tout le côté real. Et après, dès que les téléphones sont arrivés, évidemment, ça a été difficile pour moi. Mais j'ai toujours décidé de continuer la photo parce que c'est ma passion et j'ai dérivé d'un côté presse. Avant, j'avais presque une parution tous les mois. Je faisais les dernières de couve de Libération, je faisais des pages de pub, des pages de mode et tout d'un coup, j'ai plus rien eu. Et tout d'un coup, quand je disais, je veux tel argent, je disais, ben non, les jeunes, ils le font pour pas beaucoup d'argent, pourquoi tu le ferais pour ça? Sauf que moi, entre-temps, j'étais une mère, j'avais 2 enfants et qu'il fallait payer le loyer et que tout d'un coup, gagner 100 € pour une photo, c'était pas possible. Donc, en effet, plein de fois, j'ai hésité, mais j'ai toujours, comme c'est une passion, j'ai toujours essayé de retrouver autre chose dans la photo ou de dire, dans ce cas-là, plus qu'en ce moment, ce genre de mode ne marche pas, je vais redévelopper le côté artistique. Donc, quand j'ai eu un petit défaut par rapport à la mode, par exemple, dans les magazines, parce que j'étais un peu plus âgée ou qu'il y avait des nouveaux courants ou un peu plus chers que quelqu'un d'autre, je me suis penchée vers mon côté artistique. Donc, en fait, la foi de photographier, c'est comme là, je reviens d'Afrique. J'étais au Sénégal et j'ai été photographier les ghettos au Sénégal. Les jeunes, j'ai été photographier les lutteurs. Je ne sais pas à quoi vont me servir ces photos.
mais j'ai passé des bons moments, j'ai ramené des belles images et elles font partie de tout un travail photographique que j'ai commencé il y a 30 ans. Et quand ces photos se recoupent, se ressortent, et à un moment donné, on a quand même un public. Et donc, ce public, il nous redonne la force de continuer. Mais si c'est d'une façon financière, oui, on a vraiment des moments difficiles. Et à chaque fois que je vais abandonner, les gens disent « Mais non, mais n'abandonne pas ». Je dis « Bon, allez, on y va ». Et quand on est dedans, moi, à chaque fois, là, j'étais donc au Sénégal et j'ai rencontré plein de jeunes, j'ai rencontré des lutteurs et on a parlé, c'était super, et qu'ils aient envie de faire des photos avec moi, qu'ils soient fiers que je les prenne en photo, ben, c'est encore des bons moments. Et je pense que j'ai encore des choses à vous raconter, que je serais contente de transmettre. Alors salut, moi c'est Françoise, je suis photographe et graphiste. Et ma question c'était par rapport aux pannes d'inspiration, si je puis dire. Est-ce que c'est des moments que vous embrassez, on va dire, ou est-ce que c'est des moments où vous vous forcez quand même à produire pour pas perdre la main, entre guillemets? En ce qui me concerne, j'ai pas vraiment de panne d'inspiration. Parce que le monde, il se fait devant mes yeux. Et étant une photographe du monde, le monde est ma couleur, le monde est ma matière, le monde c'est mes notes. Donc non, les pannes d'inspiration, non, ça je connais pas. Parce que en fait, il y a des peintres, ils commencent avec une page blanche. Le photographe artiste va créer tout dans un studio. Moi, il suffit que je sorte dans la rue, que je m'asseye quelque part pour qu'il commence à se passer quelque chose, que je suive quelqu'un, que je raconte une histoire. Donc, personnellement, panne d'inspiration, non. Bah, j'aimerais bien donner la même réponse, mais moi, ça m'arrive très souvent. Je suis souvent en panne d'inspiration. Je suis souvent dans la recherche de qu'est-ce que je vais faire dans ma prochaine série. Je suis très angoissé par ça à chaque fois, c'est vrai. Moi, ça m'anime beaucoup. Et j'ai compris récemment que finalement, on ne devait pas forcément être un artiste singulier dans notre médium. Donc, j'ai commencé à travailler dans d'autres formes d'art. Je me suis mis au tatouage, je me suis mis au DJing, j'aime dessiner. Et en fait, on va dire que quand je suis en panne de créativité dans la photographie, je bifurque dans un autre médium. Et ça me permet en fait de continuer à continuer à être actif, et de continuer à créer en fait avec d'autres médiums, dans d'autres univers parfois, avec d'autres messages, d'autres intentions. Mais ça me permet aussi de reposer mon esprit pour après revenir sur la photographie peut-être plus frais. Voilà. Ben, moi, j'ai été contente de vous avoir avec nous et puis c'était hyper intéressant de communiquer avec vous et de voir toutes vos interrogations. J'espère que ça vous poussera à faire des belles images et qu'on pourra avoir le plaisir de les voir. Bah, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir été aussi concentrés. Merci pour votre intérêt. Et moi, plus qu'un merci, j'aimerais aussi vous encourager encore plus dans votre travail artistique chacun. Et de toujours vous battre pour vos rêves parce que vraiment, même si c'est pas forcément toujours facile et que parfois on a envie d'arrêter, qu'on a l'impression que c'est pas possible, faut se dire que c'est toujours possible et de toute façon le bonheur il passe surtout par le faire et les résultats viendront avec le temps. Merci Gucci, merci Brut.